Oui, alors, je vous retrouve donc pour l'ultime vidéo de ce cycle consacré, de ce premier cycle consacré au rapport nature-culture. Voilà, on était arrivé ici au petit 3, la culture accomplit la nature. Ici, je crois qu'il serait bon de revenir un peu au sens initial de ce mot culture. J'avais cité le fait que, dans l'introduction, que c'est un philosophe romain que l'on doit le mot de culture, Cicéron, hein, le philosophe Cicéron, qui a forgé ce mot de culture au 1er siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, pour traduire le grec paideia. Cicéron essaye de traduire la République de Platon. Et dans la République, Platon emploie constamment un mot, paideia, qui n'a pas véritablement d'équivalent en latin. La paideia, c'est le fait de s'occuper des enfants pour les éduquer, pour les instruire. Bon, et ce mot ne possède pas d'équivalent vraiment qui satisfasse Cicéron. Et Cicéron propose en fait d'introduire un mot, une analogie, par analogie, c'est le mot cultura, par analogie avec l'agriculture, car le mot euh, euh, cultura renvoie au verbe colérer qui signifie donc faire pousser des plantes, excusez-moi, faire pousser des plantes, c'est-à-dire là, ce que font les agriculteurs, hein, et, Cicéron, pardon, propose l'analogie suivante pour expliquer sa proposition. Euh, de même que la terre la plus fertile ne donnera rien si elle n'est pas accompagnée des soins d'un agriculteur ou d'un jardinier. De même, l'esprit le plus fertile ne donnera rien s'il n'est pas accompagné des soins, s'il ne reçoit pas les soins de quelqu'un qui essaye de le former, hein. Voilà, et d'où le mot de cultura, c'est-à-dire en fait, ce que veut dire Cicéron, c'est que éduquer un enfant, c'est cultiver son esprit comme on cultive un jardin, hein, c'est-à-dire planter des choses qui vont germer, qui vont pousser et qui vont donner de beaux fruits, hein. Il y a donc ici une comparaison entre l'art de s'occuper des enfants et l'agriculture, hein. Et précisément, c'est exactement ici le thème qui m'intéresse et qui rejoint, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur les produits de la nature, qui sont toujours en même temps les produits du travail humain, hein. C'est-à-dire que Protagoras, pour sa part, pour penser la fonction de la culture, avait recours au modèle de l'artisan. Vous avez dit le menuisier qui dégauchit une planche, hein, qui va raboter une planche pour la rendre droite. Bon, eh bien, Cicéron, pour sa part, emploie un modèle complètement différent, qui est le modèle de l'agriculteur. Réfléchissons un instant à la comparaison entre un menuisier et un agriculteur. Ce qu'ils font n'est pas du tout semblable. C'est-à-dire que l'artisan a dans son esprit une forme, par exemple la forme plane, qu'il va imposer à la matière, qu'il va imposer à une planche qui n'est jamais par elle-même plane. C'est-à-dire qu'ici, l'idée existe d'abord dans son esprit et il va ensuite la transposer, l'imposer à la matière, donc de façon forcément violente. Il va falloir couper, il va falloir retrancher, hein, de la matière. Tandis que l'agriculteur qui fait pousser je ne sais pas, du blé, n'a pas la forme ou le concept du blé dans son esprit et il irait ensuite l'imposer à la matière. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, au contraire, en fait, la forme du blé adulte, elle est contenue en puissance dans le germe du blé. Et ce que l'agriculteur va faire, c'est pas d'imposer, de forcer le blé à être comme il veut qu'il soit, mais c'est ce qu'il va essayer de faire, c'est de réunir toutes les conditions pour que ce qui est à l'intérieur du blé puisse se développer au mieux, hein, et parvenir à maturité. Donc en fait, ce que fait l'agriculteur, c'est pas d'imposer une forme, c'est de laisser, de réunir toutes les conditions, d'aménager les meilleures conditions pour que la forme puisse s'exprimer de la meilleure manière, de la façon la plus optimale, de la façon la plus véritable. Autrement dit, ce que fait l'agriculteur, c'est qu'il essaye d'épanouir le potentiel, d'épanouir le virtuel, hein, qui est dans la plante. Et ici, vous voyez qu'il y a
un gouffre par rapport à ce que Protagoras propose de faire à travers l'éducation, c'est-à-dire que pour Protagoras, finalement, l'être humain est une page blanche parce que en fait, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de notion de vérité. La réalité, c'est ce que l'on fait d'elle ou et la vérité, c'est la façon dont on perçoit la réalité pour Protagoras. Par conséquent, en fait, l'homme est une page blanche, on peut en faire ce que l'on veut, hein. Et ici, en fait, le recours à l'autre modèle, au modèle agricole, laisse en penser que non, c'est pas vrai. Un germe que l'on plante dans la terre, c'est pas une page blanche, hein. Il y a quelque chose, il y a un être en puissance, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà virtuellement et qui peut devenir ou qui peut échouer, hein, qui peut parvenir à maturité ou qui peut dégénérer selon la façon dont on va s'en occuper, hein. Bon, et l'analogie ici qui m'intéresse entre finalement la culture au sens intellectuel et la culture au sens agricole, hein, eh bien ce qui m'intéresse, c'est que dans la culture au sens agricole, c'est bien les soins que l'agriculteur apporte qui vont rendre la plante plus parfaite. Eh bien c'est ça, je crois, l'enjeu de la culture. Alors, ce que veut dire Cicéron, bien sûr, Cicéron désigne d'abord prioritairement la culture au sens intellectuel, l'instruction, hein, et pas forcément les coutumes, les usages, les mœurs, hein. On va en parler ça dans le petit 4. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que développer son esprit, ce n'est pas apprendre par cœur des choses, devenir un sage savant, mais c'est développer sa nature humaine et se libérer finalement des conditionnements, se libérer des préjugés qui peuvent nous être apportés justement par la culture au sens B, par les usages, les coutumes, etc. Alors, venons-en aux usages, aux coutumes dans le petit 4, hein. Justement, les usages et les coutumes, au fond, sont quand même libérateurs. C'est-à-dire que les usages et les coutumes, bon, c'est vrai, les usages et les coutumes sont arbitraires, ils sont variables d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes règles de table, par exemple. Je vais développer ici l'exemple des règles de table, mais au fond, si on réfléchit bien, ce ne sont pas des règles arbitraires qui nous oppriment. Enfin, du moins, si, il y a quelque chose d'arbitraire, il y a quelque chose de variable, de non naturel, bien sûr, mais au fond, la finalité, c'est quand même de libérer notre nature ou de nous libérer des entraves qui sont liées essentiellement aux besoins, hein, parce que si vous réfléchissez, les règles culturelles qui sont vécues comme opprimantes sont souvent en fait les règles qui encadrent l'usage des besoins humains et notamment, entre autres choses, de l'alimentation. C'est-à-dire que on pourrait se dire que finalement les règles imposées par la culture nous imposent tout un cérémonial à table, de manger de telle manière, etc. Il s'agit toujours de réglementer l'usage des besoins alimentaires, hein. Mais il me semble que malgré ce caractère arbitraire et variable, le but commun est toujours de donner un cadre pour humaniser le rapport aux besoins. Si vous réfléchissez, dans toutes les civilisations, on trouvera des façons de manger qui sont différentes. Ces façons de manger se distinguent essentiellement par l'horaire, par la disposition et par les instruments. L'horaire, c'est le fait que selon les cultures, il y a des horaires qui sont ritualisés pour passer à table, hein, et ces horaires ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre. Même le nombre de repas qu'on prend dans la journée n'est pas forcément le même selon les sociétés. La disposition également, c'est-à-dire la façon dont on s'installe pour manger, que ce soit assis par terre, que ce soit allongé sur un triclinium comme les Romains, que ce soit accroupi, que ce soit accroupi sur les genoux, assis sur des chaises. Bon, enfin tout ça c'est variable selon la société. Et puis enfin les instruments, bah voilà, on ne mange pas de la même façon. Il y a des pays où on mange avec des baguettes, des pays où on mange avec des couteaux, une fourchette, des pays où on mange avec les doigts. Mais attention, par exemple les doigts de la main droite. En Inde, on mangera jamais avec la main gauche. La main gauche c'est la main impure, on mange avec la main droite. Bon bref, toujours en fait un cérémonial, si vous voulez, un rituel qui se décline pour ce qui est de l'horaire, de la disposition des instruments, etc. Dans tous les cas,
il s'agit effectivement de ritualiser le rapport à la nourriture. Mais si vous réfléchissez, ces manières différentes de ritualiser, ces manières arbitraires de ritualiser, ont toutes quand même un point commun, c'est qu'il s'agit dans tous les cas d'introduire une distance avec le désir. Si vous prenez les instruments, le fait est que même si la façon de saisir la nourriture est très variable d'une société à l'autre, ça ne veut pas dire que l'on trouve parfois des sociétés où il n'y a pas de rituel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une ritualisation du geste, et c'est-à-dire une mise à distance de la nourriture. Si on vous impose d'avoir un couteau, une fourchette, une assiette, etc., c'est pour rompre le contact immédiat avec la nourriture, pour imposer le fait que voilà, l'humain ne se jette pas sur les plats pour les dévorer à pleines dents, hein, mais qu'il y a en fait des règles à respecter. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'introduire une distance, d'éloigner en fait le mangeur et le manger, hein. C'est la même chose avec la disposition. On doit conserver une certaine place, on doit rester à sa place pour s'alimenter et non pas en fait se précipiter, s'accaparer les choses pour les ramener à soi. Et de la même façon, l'horaire nous impose en fait voilà un moment rituel de la journée qui est consacré à la, à la prise de nourriture. Le point commun de tous ces usages, c'est que on va se mettre à manger non plus parce qu'on sera euh, totalement dicté, guidé, contraint par le besoin naturel, mais en fait on va manger parce que ce sera l'heure. Et on va manger non plus dans un geste désespéré de survie en se précipitant sur les choses, mais on va manger en conservant un certain rituel obligatoire avec des instruments obligatoires, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours, en fait, de mettre à distance le besoin humain, hein, et de faire de la nourriture, en fait, quelque chose de ritualisé et qui ne soit plus simplement un geste désespéré de survie. C'est-à-dire qu'en fait, l'alimentation, par excellence, c'est le besoin égoïste, le besoin le plus essentiel à notre survie, hein, donc qui devrait être la chose la plus égoïste qui soit, le geste le plus égoïste qui soit. Mais vous voyez, à la faveur de ces ritualisations, eh bien, l'alimentation devient au contraire un geste de partage, car la table, dans toutes les civilisations, pour le coup, là, c'est un invariant, c'est quelque chose qui est commun à toutes les civilisations, même si les usages de table sont complètement différents, il n'en reste pas moins que la table demeure toujours le lieu dans lequel on célèbre le partage, l'amitié, les retrouvailles, etc. Dans toutes les civilisations, quand on est content de retrouver ses amis, on va manger et on va boire, hein. Alors, ce qui au fond est extrêmement étonnant, manger et boire, ça devrait être les choses qu'on fait dans son coin, pour survivre, en se cachant, pour surtout pas en perdre une miette et partager, hein. Enfin, remarquez, il y a des gens qui font ça aussi, mais pourtant, manger et boire sont devenus dans toutes les civilisations le geste fondamental de l'amitié, au point même que la table est le symbole du partage et même un symbole spirituel, c'est-à-dire qu'il s'agit là quand même d'un besoin animal par excellence, mais qui peut devenir un symbole spirituel, puisqu'après tout, dans de nombreuses religions, pas seulement le christianisme, le rituel sacré par excellence se déroule autour de la table, autour de la consommation, hein, donc transformer un besoin animal en un geste spirituel. Voilà. Donc la conclusion, alors c'est pour ça que oui, tout ce que je fais en fait ici, c'est en fait commenter la philosophie que l'on trouve chez Aristote concernant la façon de devenir humain, hein. Ce qui me semble important ici, si vous voulez, c'est que les usages nous apprennent à rationaliser le désir, comme dit Aristote, c'est-à-dire à transformer le désir en quelque chose de rationnel, hein. Faire en sorte que le désir ne soit plus simplement la violence animale, mais puisse être en fait le support d'autre chose, hein. Et c'est ce qui nous apprend à attendre devant le plat. C'est ce qui nous apprend la patience, c'est ce qui nous apprend autrement dit la concentration, autrement dit, enfin, finalement des qualités humaines qui sont essentielles pour notre développement spirituel. Un enfant à qui on n'aurait jamais appris les moindres règles de table, serait sans doute incapable de se concentrer sur les tâches intellectuelles. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'aurait, je dis bien jamais, hein,
était contraint de s'asseoir dans une certaine position, de prendre les choses avec son couteau et sa fourchette ou bien avec n'importe quel autre ustensile, enfin peu importe, hein. Mais un enfant à qui on n'aurait jamais imposé le rituel de table serait probablement incapable en fait de réfréner son désir, donc de patienter, donc de se concentrer en fait, sur des tâches par exemple intellectuelles. Euh, il y a là, je crois, une forme d'humanisation qui est libératrice. Et pour terminer, je citerai ici des considérations d'Alain qui estime pour sa part que les arts ont la même fonction, que la fonction des arts c'est de donner du rythme et donner du rythme, comme par exemple la danse. La danse donne un rythme, donne un cadre qui permet d'humaniser le mouvement naturel, qui permet d'humaniser les réactions animales du corps, hein, pour leur donner une forme libre, une forme humaine qui en fasse quelque chose de libre. Voilà. Bien, je vous laisse là-dessus, sur cette conclusion, la conclusion que la culture, les formes de la culture servent au fond à humaniser l'animal en nous et à libérer donc des potentialités humaine, hein, qui sans cela resterait en sommeil, hein. La culture finalement ne bride pas nos désirs, ne bride pas notre nature, mais au contraire, la culture exacerbe nos désirs et les potentialités qui sont en nous. Voilà, je vous laisse sur ces mots et on se retrouvera dans une prochain cycle de vidéos pour aborder donc le deuxième cycle sur la culture.